pose un peu luminaire parce que j'ai eu envie quand même de faire ce qu'on appelle un lore, c'est-à-dire qu'il y a un univers qui existe avant, pendant et après ça continuera parce qu'en fait ce restaurant c'est un monde à lui tout seul, donc il y a eu un passé. Donc pour que le lecteur ne soit pas paumé et puisse techniquement se retrouver dans le livre et pouvoir apprécier les actions, il y a le passage un peu rébarbatif où on explique un peu pourquoi, comment, avec qui et dans quelles conditions. Voilà. Alors, chapitre 0, prologue. Giuliano Revelaggio, un des meilleurs restaurants de Los Angeles. Que dis-je? Une véritable institution. C'est le restaurant italien gastronomique le plus réputé de toute la ville. Tout le monde s'y presse, stars du showbiz, politiciens, hommes d'affaires, sportifs de haut niveau. Vous ne le connaissez pas? C'est normal. Ce lieu est réservé à une élite. Ce n'est pas le genre de restaurant qui fait de la publicité, non. C'est un trésor caché que seuls les connaisseurs fréquentent. Tous les grands hôtels de la ville, les rédactions, les bureaux politiques, eux, ils savent. Vous et moi, on va chez Bambino. Vous vous demandez peut-être comment j'en suis arrivé à devenir serveur dans cette institution étoilée, moi, aspirant comédien qui ne connaissait rien à la restauration. Eh bien, voici l'histoire incroyable de Giuliano Revelaggio, un restaurant, une histoire, un mythe. Générique, voilà. Commençons par le début. Giuliano Revelaggio était un Italien de pure souche originaire de Venise. Il avait quitté l'Italie très jeune pour s'installer en Amérique. Sa spécialité, les recettes vénitiennes et le service 4 étoiles. Arrivé à Los Angeles, Giuliano est passé par tous les échelons dans divers restaurants. D'abord plongeur, puis serveur, ensuite chef de partie et enfin chef. Après avoir trimé des années dans les restaurants des autres, Giuliano a décidé de se lancer et d'ouvrir son propre établissement. À l'époque, tout le monde le lui déconseillait. Ne fais pas ça, Giuliano, tu vas tout perdre. Pourquoi vouloir nous quitter? Tu es bien ici. Mais Giuliano n'était pas du genre à se laisser influencer. Il avait une vision, une idée fixe, alors il chercha encore et encore. Il voulait trouver l'endroit idéal. Finalement, il jeta son dévolu sur un local pas très grand, mais doté d'une cuisine fonctionnelle. L'adresse? Un coin discret sur Yucca Street, à quelques pas d'Ivar Avenue, non loin d'Hollywood Boulevard, mais assez à l'écart pour échapper aux touristes. Une rue que personne ne regarde vraiment. Une belle rue, oui, mais dans laquelle on ne passe pas par hasard. Il y avait des travaux à faire, pour sûr. Les murs étaient défraîchis, la plomberie vétuste, la cuisine fatiguée, mais Giuliano tomba amoureux du lieu. Il le sentait. C'est ici que tout allait commencer. Giuliano mit tout ce qu'il avait pu mettre de côté dans ce local. Il n'y avait plus de filet de sécurité, plus de plan B. Il fit refaire à neuf la cuisine, la plomberie, l'électricité, les murs. Il passa des semaines entières à arpenter les brocantes et les galeries de décoration. Il voulait que chaque détail compte. C'est ainsi qu'il commença à créer ce qui deviendrait plus tard la salle mythique du Giuliano Revelaggio. Une salle pas bien grande, mais unique, où l'atmosphère vous envelopperait dès que vous pousseriez la porte, où les murs seraient recouverts de fresques aux teintes ocre et turquoise, inspirées des palais vénitiens. Des lustres Murano suspendus aux poutres arpentes diffuseraient une lumière chaude, presque dorée, donnant à la pièce l'allure d'un salon baroque suspendu dans le temps. Les banquettes en velours, les tapis anciens, les miroirs biseautés, tout semblerait raconter une histoire. Les tables, recouvertes de nappes rose saumon soigneusement repassées, viendraient compléter cette harmonie feutrée. Contrairement à la plupart des restaurants gastronomiques, les assiettes y seraient généreusement garnies, conformément à la tradition historique de Venise. Chaque plat serait un hommage, chaque geste un signe de respect envers le client. Le service se ferait à voix basse, avec un sourire jamais commercial. Ce ne serait pas juste un restaurant, ce serait une parenthèse, un monde à part. On ne dînerait pas chez Giuliano Revelaggio, on y voyagerait. Mais cette esthétique ne serait pas un décor. Elle reflèterait une éthique profonde, une manière d'être. Giuliano imposerait à son équipe une rigueur sans faille. Une fois les travaux terminés, Giuliano rappela Gianni, ce chef prodige qu'il avait croisé des années plus tôt, alors qu'ils travaillaient ensemble à Il Vesuvio, une brasserie élégante située sur Hollywood Boulevard. Gianni n'avait jamais oublié Giuliano et il accepta sans hésiter. L'ouverture se fit discrètement. Pas d'inauguration tape à l'œil, pas de promo, juste quelques tables, un menu resserré et une carte des vins italienne d'une rare justesse. Mais les débuts furent difficiles. Mal positionné, avec une devanture discrète, pour ne pas dire franchement invisible, le restaurant peinait à faire entrer le moindre client. La salle, aussi magnifique soit-elle, sonnait creux. Pendant des semaines, puis des mois, Giuliano et Gianni servaient 2 ou 3 tables par soirée, parfois moins.
Les hommes de Il Vesuvio, eux, se frottaient les mains. Dans les couloirs, on murmurait que les deux rêveurs allaient bientôt revenir la tête basse demander leur ancien poste. Giuliano n'en montrait rien, mais il était au bord de la rupture. Chaque soir, il refaisait les comptes en silence pendant que Gianni refermait les fours, l'air fatigué. Ils y croyaient encore, mais pour combien de temps? Puis un soir d'hiver, comme un autre, tout changea. Il était 21h passées, la salle comme souvent était vide ou presque, et c'est là que Omar Sharif franchit le pas de la porte. Oui, le Omar Sharif, légendaire acteur, figure du cinéma mondial, habitué des grandes tables, homme de goût. Il entra sans façon, salua doucement, s'assit seul dans un coin. Giuliano, comme à son habitude, vint présenter le menu, humblement. Le service fut discret, parfait. Gianni, ce soir-là, cuisina comme jamais. Un risotto à l'encre de sèche, suivi d'un fegato à la vénitiana, puis un tiramisu à tomber. Sharif mangea lentement, en silence. Il savourait chaque bouchée. À la fin du repas, il posa la cuillère, leva les yeux vers Giuliano et dit simplement « C'est un des meilleurs dîners de ma vie. Je ne plaisante pas. Oui, je fais Omar Sharif comme ça. » Puis, il fit quelque chose de totalement inattendu. Il sortit un petit carnet de son veston, griffonna son nom et son numéro de téléphone, tendit la feuille à Giuliano et ajouta « Je vais appeler tous mes amis. Ce lieu mérite d'exister, vous verrez. » Giuliano resta bouche bée. Il n'osait pas y croire. Était-ce le miracle qu'il attendait? Oui, car Sharif tint parole. Les jours suivants, des producteurs, des acteurs, des ambassadeurs vinrent, puis des politiciens, des écrivains, des investisseurs, tous conquis, tous séduits, et tous en parlèrent autour d'eux. En quelques semaines, le bouche à oreille transforma le Giuliano Revelaggio en l'adresse la plus convoitée de Los Angeles. On se battait pour une table, on chuchotait le nom du restaurant, comme on confie un secret à voix basse pour ne pas trop l'ébruiter. Giuliano, débordé, comprit qu'il ne pouvait plus assurer seul le service en salle. Il fit venir de Venise un maître d'hôtel, un serveur, des hommes de confiance qu'il connaissait de longue date et qui partageaient sa rigueur. Lui se replia derrière le bar où il excellait. C'était son nouveau poste d'observation. De là, il accueillait les clients, prenait le pouls de la salle, s'assurait de chaque détail, d'un regard ou d'un mot juste. Le rêve de Giuliano était devenu réalité. Mais très vite, cette organisation s'avéra elle aussi insuffisante. Alors Giuliano embaucha un second maître d'hôtel, un autre serveur et un jeune barman sans expérience qu'il forma sur le tas à sa manière. Il réinventa alors l'espace, redessina les flux, il détermina que la salle aurait désormais 2 zones, une à l'avant, une à l'arrière. Chacune aurait son propre binôme, maître d'hôtel, serveur. Et le barman aurait son comptoir. Lui superviserait le tout, partout à la fois, rien ne lui échapperait. Gianni en cuisine ne pouvait plus suivre non plus. Il fit embaucher un chef de partie, un assistant-chef de son choix. Ces légers balbutiements dus à une influence aussi soudaine que massive furent rapidement corrigés. La norme Revelaggio venait d'être finalisée. Pendant presque 40 ans, Giuliano Revelaggio prospéra. Il devint une adresse de légende à Los Angeles, comme à l'international. On y venait pour un anniversaire discret, une rencontre politique, une demande en mariage. Le lieu avait cette magie rare, il rendait tout plus beau. Giuliano, lui, trouva un équilibre. Il se maria avec Yasmine Carter, une professeure de lettres américaine qui quitta tout pour lui, fascinée par l'homme qu'il était. Elle devint Yasmine Revelaggio et lui donna 2 enfants, Jules et Oliver, qu'ils gâtèrent sans compter. Giuliano tenta tout de même de leur transmettre l'amour du travail bien fait, la passion de la cuisine et de la salle, le respect du silence et du geste. Mais ses fils répondaient bien tous deux à ce vieil adage qui dit « Les enfants nés riches sont rarement à la hauteur de leurs parents nés pauvres ». Jules ne s'intéressait pas au restaurant. Incarnation parfaite du dandy décalé, la vérité de sa mère, son côté intellectuel. Il s'orienta vers le droit avec la volonté de faire tout autre chose. Jules ne voyait le restaurant que comme une cantine privée. Il aimait l'aura du lieu, son parfum de succès et d'argent. Mais il se sentait étranger au métier. Oliver, à l'inverse, s'y intéressa très tôt. C'était un cancre arrogant. Il n'était pas doué pour les études et son insolence lui valut plusieurs renvois d'établissements prestigieux. Il comprit vite que sa bouée de sauvetage se trouvait là. Il quitta l'école à 16 ans pour rejoindre le restaurant. Il n'était pas spécialement doué, non, mais c'était le fils de Giuliano. Au fil du temps, des maîtres d'hôtel, des serveurs, des barmen, il y en a eu des dizaines. Les 2 hommes marquèrent l'histoire du lieu. Fernando et Phil, 2 Portugais qui entrèrent un jour pour ne plus jamais repartir. L'un comme maître d'hôtel et l'autre comme barman. Fernando devint l'homme de confiance, un double zélé, discret, loyal, qui connaissait tous les rouages de l'établissement, une sorte de gardien du temple. Il n'élevait jamais la voix, mais quand il parlait, tout le monde écoutait. Phil, lui devint un pilier du bar, un monument. Il connaissait chaque client par son prénom,
chaque souvenir associé à chaque bouteille. On disait même qu'il avait vu plus de secrets tomber dans un verre que dans les couloirs du Sénat. Venant du même village au Portugal, les deux hommes s'entendaient à merveille. Et puis vint José, un autre Portugais, mais chef étoilé celui-là. Il fut embauché discrètement pour soutenir Gianni, dont la cuisine commençait à tourner en rond. Certains auraient mal vécu l'arrivée d'un successeur potentiel, mais pas Gianni. Entre les deux hommes, l'entente fut immédiate. Ils travaillaient comme deux frères. José apportait les idées, Gianni les équilibrait. Tout semblait en place. Mais un jour, Giuliano tomba malade. Ce genre de maladie qu'on ne voit pas au début. Il disait que c'était la fatigue, que ça passerait, mais tout le monde voyait bien qu'il fondait à vue d'œil. Il continuait de venir, de saluer les clients, de corriger un plat, mais chaque jour avec un peu moins de force. Tout ce travail, toutes ces années, l'avait usé à petit feu. Sa femme, soutien discret de toute cette aventure, tomba malade elle aussi, peut-être par tristesse, peut-être par angoisse. Giuliano lui connut des mois de souffrance, des consultations, des opérations, des traitements lourds, des rémissions porteuses d'espoir suivies de rechutes brutales. Et puis un jour, il n'a plus pu. Il mourut un matin d'automne, sobrement, dignement, comme il avait vécu. L'enterrement de Giuliano Rebellagio ressemblait à celui d'un chef d'État. Les rues autour de l'église étaient bouclées, il y avait des limousines partout et une tension étrange dans l'air. Comme si Hollywood lui-même retenait son souffle. Paul McCartney était là, impassible, en costume sombre. Donald Trump, plus discret qu'à l'accoutumée, semblait accablé. Des célébrités, des hommes politiques, des stars de la mode, des hommes d'affaires venus du monde entier, il y en avait tant qu'il serait trop long de tous les citer ici. Ce jour-là, la planète semblait venue saluer un roi de l'ombre. Mais c'était un jour triste, très triste. Et dans chaque regard, une question flottait. Qu'allait-il advenir du restaurant Giuliano Rebellagio? Pendant l'année qui suivit, Yasmine Rebellagio fit de son mieux. Elle était digne, courageuse, mais profondément affaiblie. Elle souffrait. Elle venait tous les jours, parlait aux clients, serrait des mains, mais elle ne comprenait pas tout. Les commandes, les comptes, la pression. Elle n'avait jamais été formée à ça. Alors Fernando prit les rênes. Il gérait tout, la comptabilité, les fournisseurs, les équipes, les réservations de dernière minute. Il sauva le navire. Et les fils étaient là, oui, mais Jules était trop occupé par ses études pour se sentir concerné. Quant à Oliver, il ne s'entendait pas avec sa mère. Le conflit entre eux était permanent. Les tensions montaient, les silences devenaient lourds, la salle, elle, restait belle, mais l'âme vacillait. Et puis, moins d'un an après Giuliano, Yasmine mourut à son tour, silencieusement, comme si elle n'avait plus de raison de rester. Elle légua l'empire Rebellagio à Jules et Oliver, en part égale, selon les volontés de Giuliano. Mais l'empire était fébrile. Les deux frères orphelins se détestaient cordialement et depuis la mort de leurs parents, ils n'hésitaient plus à le montrer. Jules, 25 ans, restait fixé sur son cursus universitaire, froid, distant, il ne voulait pas prendre la place de son père. Pas encore, peut-être jamais. Oliver n'avait que 19 ans, libéré du poids de sa mère, il se voyait déjà comme un chef d'orchestre, le successeur désigné. Il parlait au personnel comme à une équipe de foot. Il avait du feu dans les veines, mais il brûlait tout autour de lui. Les tensions s'aiguisèrent au fil des semaines, fragilisant l'empire entre deux héritiers incapables de s'unir. C'est là que moi, Luis de la Vega, un mois jour pour jour après l'enterrement de Yasmine Rebellagio, le 24 septembre 2024, je suis entré en scène.